Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce dernier volet du cycle des mardis des conférences des aidants sur le sujet des troubles, la gestion en fait des troubles du comportement, et comment vous, en tant qu'aidant, vous pouvez réagir. Pour cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir deux professionnels, donc le docteur Victoire Leroy, qui exerce au pôle vieillissement du CHU de Tours et au CEMRR, au niveau du CHU de Tours, toujours à Bretonneux, et Madame Julia Bersagol, donc gérontopsychologue au sein de la plateforme de répit et de soutien aux aidants Bulle d'Air. Vous pouvez, comme d'habitude, nous transmettre vos questions et vos remarques sur le chat de notre chaîne YouTube, donc juste en dessous de la vidéo, ou envoyer vos SMS au 06 28 57 60 09. Bonne conférence à vous tous. À tout à l'heure. Et bien c'est parti. Alors, du coup aujourd'hui, ah mince. Trop loin peut-être. Oui, voilà, c'est bon. Donc on va traiter effectivement, donc, comme le disait Marie, donc des troubles du comportement et vous apporter quelques petits conseils face à certaines difficultés que vous pourriez parfois rencontrer avec votre proche. Donc les troubles du comportement peuvent être observés lorsque vos proches ont des pathologies neuroévolutives telles que les maladies d'Alzheimer et apparentées. Donc ça peut se traduire notamment par un changement chez votre proche avec le sentiment que vous ne le reconnaissez pas forcément et qu'il a énormément changé. C'est vraiment presque une autre personne. On parle de ces troubles lorsqu'il y a une modification significative par rapport au tempérament initial de la personne. Donc, de quoi on parle exactement? Plus précisément, il y a plusieurs troubles du comportement évidemment qu'on peut imaginer. Chacun est différent, y compris chez les patients qui ont des maladies neuroévolutives. On va parler par exemple d'idées délirantes, on va revenir dessus, les hallucinations. On peut observer aussi des modifications comportementales plus agressives, plus agitées, avec plus de mobilisation, de mobilité, etc. Ou à l'inverse, plus d'anxiété, d'irritabilité. Là, c'est quelque chose de très visible. Les patients chez qui on peut observer également sur le comportement moteur des déambulations, ce qu'on va appeler aussi comportement moteur aberrant. Sur l'autre versant, c'est aussi des patients chez qui vont être inversement moins mobiles, moins agités, ce qu'on va plutôt s'orienter vers ce qu'on appelle une apathie ou une dépression. Là, c'est une complication assez fréquente malheureusement des maladies neuroévolutives. C'est des patients qui peuvent également être plus désinhibés dans leur comportement social. Cette désinhibition, elle peut se voir sur le plan verbal, elle peut se voir sur le plan physique, on y reviendra. Et c'est des patients aussi, et c'est toujours des troubles du comportement, qui peuvent avoir des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire également. Donc on va revoir tout ça ensemble. Si ça fait bien marcher, c'est compliqué cette histoire. Petit problème logistique. Alors, de façon assez générale, on peut vous apporter certains conseils pour, comme le dit, pour optimiser la communication. C'est compliqué quand même. Oui, c'est pas évident. Pardon. De façon générale, dans votre façon aussi d'échanger avec votre proche, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de privilégier dans votre façon d'échanger des phrases courtes et simples. Des phrases courtes dans la mesure où ça permet aussi de limiter le surplus d'informations qui pourrait créer une forme de surcharge et donc cette surcharge, excusez-moi, rend l'information impossible à traiter pour le proche et donc peut-être parfois même générer de l'anxiété chez lui. Et des phrases également, des phrases plus simples, donc avec une importance de bien pouvoir articuler chaque élément. Il faut également prendre en compte le fait que votre proche peut parfois avoir peut-être des troubles sensoriels avec une forme de surdité. Et donc c'est pas important en tout cas de parler fort, mais plutôt vraiment d'articuler pour que l'information soit transmise le mieux possible. Enfin, également, éliminer les sources de bruit parasites. Ça se traduit notamment, par exemple, dans un environnement où il y a énormément de monde. Peut-être privilégier les relations duel, où vous êtes simplement avec votre proche et vous allez pouvoir limiter tout ce qui
pourrait parasiter effectivement votre échange et donc la transmission de votre information. Ça peut donc se traduire aussi de façon non verbale avec l'attitude que vous allez avoir auprès de votre proche, notamment essayer de capter vraiment le regard quand vous transmettez l'information. C'est également se mettre à la hauteur d'un point de vue physique, c'est-à-dire s'accroupir ou voilà, vraiment capter ce regard auprès de votre proche. Et comment dire, ça rejoint aussi le fait que les personnes qui présentent ce type de pathologie sont très sensibles aussi à l'environnement et aux émotions. Et donc, c'est aussi de mettre en confiance que de créer un environnement qui soit plus adapté et plus adapté, effectivement. J'arrive pas à trouver la suite, mais c'est ça, c'est à peu près ce que je voulais transmettre. Super. Donc tout ça, c'est un peu les tips ou les astuces sur toutes les situations qui sont finalement communes à tout patient qui a des troubles du comportement. Mais comme on l'a vu, finalement, il y a beaucoup de situations différentes. Donc là, on va voir un petit peu situation par situation s'il y a des choses à faire plus pertinentes en fonction de ce qu'on observe. Donc par exemple, je vous avais dit qu'une des présentations qu'on peut observer chez un patient qui a des troubles du comportement dans le cadre d'une maladie neuroévolutive, c'est qu'il va avoir ce qu'on appelle des idées délirantes. Des idées délirantes, c'est des idées qui sont déconnectées avec la réalité finalement. Donc des idées bizarres, se faire des idées, c'est des patients qui vont par exemple très souvent avoir l'idée qu'on les vole. C'est ce qu'on appelle de la persécution. C'est des patients qui peuvent aussi avoir les idées qu'on les embête exprès. C'est des patients extrêmement méfiants qui vont interpréter et mal interpréter les propos qui leur sont donnés, qui leur sont dits, et les gestes également. C'est-à-dire qu'ils vont, c'est sur ce qu'on va appeler un mécanisme interprétatif de leurs idées délirantes. Parfois aussi, et c'est ce qui rend l'enjeu encore plus difficile, c'est que c'est des patients qui sont parfaitement adhérents, c'est le terme qu'on utilise, à leurs idées délirantes. C'est-à-dire qu'ils croient dur comme fer que leur voisinage, par exemple, les vole. Et c'est très très compliqué de les sortir de cette idée-là. Ils en sont convaincus, et alors même qu'ils n'ont pas forcément la velléité de blesser en tant que tel, mais c'est vraiment leur plainte, leur impression. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Effectivement, de façon un peu plus spécifique par rapport à ces difficultés-là, ce qui pourrait, c'est des conseils. Après, effectivement, je tiens quand même à préciser que les conseils qu'on vous apporte là aujourd'hui, ça reste, c'est peut-être parfois plus facile à dire qu'à faire, et on en a bien conscience, c'est sûr, mais c'est vraiment des petites choses qui pourraient aussi peut-être parfois vous aider, en tout cas face à certaines difficultés. Alors, par exemple, quand on dit rester calme et ne pas contredire, on a parfaitement conscience que c'est pas forcément évident, et qu'il y a, avec la fatigue, l'épuisement et même voilà, la répétition de toutes ces difficultés, de tous ces troubles, l'agacement finit par s'installer, et c'est tout à fait normal et légitime. Après, effectivement, ce qui peut être quand même intéressant, c'est de pouvoir entendre la souffrance chez votre proche à ce moment-là, et de se dire que vous le validez d'une certaine manière en disant d'accord, je comprends effectivement cette souffrance que tu ressens, mais peut-être que vous pouvez de votre point de vue, lui affirmer que vous voyez les choses de façon un petit peu différente. Ça peut être également de le rassurer, parce qu'effectivement, c'est aussi l'expression d'une certaine anxiété, d'une angoisse chez lui. Ce délire, en fait, comme on en parle de façon un peu plus, en règle générale, c'est vraiment quelque chose de pouvoir le rassurer, en tout cas par rapport à tout ça. Et idéalement, ça peut fonctionner, c'est essayer de dévier son attention vers quelque chose qui est plus apaisant pour lui. Par exemple, je ne sais pas, lui proposer progressivement de faire une activité qui est agréable. Je pense notamment à une aidante que j'accompagne à domicile, où son époux a tendance à présenter ce genre de troubles. Et en fait, elle a installé tout plein d'activités sur la table basse, en fait, où monsieur finalement peut se saisir facilement de ces activités qui sont assez ludiques pour lui. Ça va être des jeux de société, ou simplement des morceaux de papier, puisque c'est un monsieur qui aime bien plier, plein de petits morceaux. Et donc ça l'apaise en tout cas. Donc effectivement, ça peut le rassurer. Et puis c'est vrai que c'est plus intéressant, c'est pas plus intéressant, mais c'est peut-être parfois plus pertinent et plus efficace de l'orienter vers quelque chose d'assez concret, donc comme ces activités-là, plutôt que quelque chose de l'ordre du souvenir, qui est parfois un peu plus difficile pour lui à se raccrocher en tout cas. Voilà, de façon un peu générale après.
C'est vrai que je te laisse la parole dans un instant. D'une manière générale, effectivement, dévier l'attention, c'est, j'ai pas envie de dire toujours parce que c'est pas le cas. C'est presque. C'est quand même toujours un outil assez intéressant, ne pas rentrer dans ce que dit la personne en face de vous et essayer de trouver autre chose. Parce que c'est des patients qui ont aussi souvent des troubles attentionnels, en fait. Ils ont plus de difficultés à se concentrer sur ce qu'on dit que nous autres. Ça fait partie des symptômes. Tout à fait. Et donc on peut s'en servir. Et moi, je voulais peut-être juste rajouter par rapport justement en tant qu'aidant, il est normal d'être agacé et de sentir la pression monter un petit peu quand effectivement les troubles du comportement sont assez répétitifs régulièrement dans la journée. Et puis vous, en tant qu'aidant aussi, vous êtes humain, hein, vous avez le droit d'être fatigué, d'en avoir marre. Et c'est la fois trop qui fait que ça peut nous traverser aussi l'esprit d'avoir la main qui se lève parce qu'on a envie que ça s'arrête rapidement et qu'on a saturation. Dans ces situations-là, si vous sentez que vraiment vous avez de plus en plus de mal à gérer et qu'il vaut mieux vous éloigner de la personne à qui vous venez en aide en la mettant en sécurité bien évidemment, mais sortez peut-être juste prendre l'air sur le balcon ou dans le jardin, passer un petit coup de fil à un ami histoire de décharger le trop-plein, mais essayez de trouver une petite soupape qui vous permet justement de descendre un peu la pression et d'éviter d'arriver dans des situations un peu catastrophiques où on peut lever la main involontairement et voilà, sur un... De toute façon, c'est sûr que c'est ce que je leur répète souvent, mais effectivement, on est des êtres humains et vous êtes votre propre outil. Et en tout cas, vous êtes la meilleure personne pour accompagner votre proche, mais il faut aussi entendre que vous-même, vous avez vos propres difficultés, votre propre fatigue, et qu'il y a des fois, malheureusement, on peut avoir un geste qu'on peut regretter, et pour autant, et cette culpabilité-là, elle serait légitime, mais en tout cas, il faut aussi que vous pensiez à vous pour accompagner au mieux votre proche. Vous avez le droit d'avoir vos propres limites aussi. C'est ça. Autre chose, ce qu'on entend aussi souvent, pareil, dans les troubles du comportement qu'on peut observer chez les patients atteints de maladies neuroévolutives, c'est ce qu'on va appeler des persévérations. Le fait de s'entêter dans un comportement. Par exemple, l'exemple qu'on a mis ici, c'est le patient va s'entêter à vouloir chercher les enfants à l'école. Ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'est plus dans les capacités de faire bien et d'aller chercher les enfants à l'école, donc avec une potentielle mise en danger, mais il en est incapable de s'en rendre compte. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une atteinte, il y a une désorientation temporo-spatiale, par exemple, la personne perd ses repères, ce qui donne l'impression qu'il est dans un autre monde. Et ça peut aussi générer de l'anxiété. Ça, comme d'autres atteintes cognitives, ça, comme d'autres difficultés, comme d'autres symptômes, mais ça aussi, ça génère un peu de l'anxiété, avec des tentatives pour retrouver de la sécurité, ses repères. Comment est-ce qu'on peut guider notre aidé comme ça? Écoutez, alors déjà, j'en reviens un petit peu, c'est toujours un petit peu les mêmes conseils après qui sont adaptés bien sûr, mais là encore, ne pas forcément nier ou rejeter ce que va dire votre proche en lui disant que ce qu'il raconte, ça n'a pas forcément de sens et que voilà, lui renvoyer toute cette irritation que ça peut générer chez vous en tout cas. C'est encore une fois accepter ce que vit votre proche en lui proposant en tout cas de s'exprimer et de pouvoir l'expliquer. C'est rassurant aussi pour votre proche de pouvoir poser la question et de se sentir entendu parce que à ce moment-là, c'est légitime en tout cas qu'il pose la question. Là encore, c'est ramener en douceur au moment présent. C'est une manière encore de dévier l'attention de votre proche et de le ramener sur quelque chose qui peut être un peu plus rassurant pour lui. Et c'est pouvoir le rassurer en lui présentant que l'environnement qu'il y a autour de lui est rassurant. Là encore, ça rejoint un petit peu de façon générale, ce que j'amenais tout à l'heure. C'est aussi comment est-ce que vous vous exprimez auprès de votre proche. Ça va être dans le ton, ça va être dans les éléments que vous lui apportez, les informations qui vont être le plus simples possible. Et toujours essayer de peut-être se raccrocher à des éléments qui sont apaisants et rassurants pour lui, même si en règle générale, on peut entendre que ça puisse être pas irritant, mais ça peut être ça peut créer de l'impatience aussi de toujours recevoir les mêmes informations avec les mêmes questions. Je donne pas mal d'exemples de ceux que j'accompagne à la maison, mais c'est vrai que j'accompagne une aidante notamment qui
son mari lui répète vraiment toute la journée les mêmes choses. Et c'est quelque chose qui finit par être très stressant pour elle aussi. Ça finit par être même un petit peu anxiogène et elle ne sait pas trop comment le rassurer, comment l'apaiser. Et finalement, progressivement, elle a réussi à développer des petites techniques. Alors, elle lui propose de faire des mandalas, par exemple, et ça l'apaise énormément. Ils le font ensemble, donc ça leur permet de passer un moment tous les deux. Et puis sinon aussi, il y a la technique du post-it, où elle donne des informations un petit peu partout dans la maison. Donc après, il n'a plus qu'à s'y référer et ça a l'air en tout cas de l'apaiser. Mais finalement, nous, ce qu'on vous donne, enfin moi, ce que je vous propose là tout de suite comme exemple, c'est vraiment des conseils qui peuvent être utiles et qui peuvent fonctionner. Mais les meilleures personnes en fait qui peuvent trouver les astuces pour apaiser votre proche, finalement, c'est vous-même. Donc faites-vous confiance aussi dans la connaissance que vous avez de votre proche et de ce que vous pouvez mettre en place pour lui finalement. N'hésitez pas à tester finalement, Ouais, et puis vous voyez si ça fonctionne ou pas. Puis ce qui fonctionne à un instant T ne va pas forcément fonctionner plus tard, donc il faut... Et c'est souvent des astuces qui font écho au vécu du patient, à son expérience. C'est ça, ouais, complètement. Et l'anxiété, c'est vrai que c'est un des symptômes les plus fréquents chez les patients qui souffrent de maladies neuroévolutives, et cette anxiété, elle peut être extrêmement envahissante par moment. On en vient cette fois-ci plutôt sur la sphère du langage. C'est des patients qui ont aussi finalement des difficultés à s'exprimer, à exprimer les idées, de sorte que ce qu'on peut entendre, c'est que vous ne comprenez pas ce que vous dit votre proche. Et effectivement, le langage, c'est une compétence qui est souvent touchée dans la plupart des maladies neuroévolutives, que ce soit en premier ou qui arrive plus tard dans l'évolution, et qui peut se caractériser de manière très très différente. C'est vraiment quelque chose de très polymorphe, qui peut atteindre soit la compréhension, soit l'expression verbale et écrite, et soit les deux, et qui peut se caractériser par un manque d'humour, le fait que le patient ne trouve pas les mots pour dire ce qu'il a à dire, l'usage de périphrases, c'est-à-dire qu'il va utiliser des mots détournés pour donner son idée, et parfois un discours qui n'a pas de sens finalement, sans queue ni tête. Parfois, le patient ressent très bien, le sujet ressent très bien l'échec en tant que tel. Il ressent très bien qu'il n'est pas compris, ce qui va générer encore plus d'anxiété et de souffrance de son côté. Et ce qui entretient vraiment beaucoup d'incompréhension dans la dualité, dans le couple, puisque il y a un ressenti de difficulté à répondre à sa demande, et c'est extrêmement frustrant, bien sûr. Et parfois, c'est même l'expression non verbale, finalement, qui est atteinte, et qui va être peut-être encore plus atteinte que l'expression verbale ou l'usage des mots dans la communication. Alors, c'est très important pour nous de communiquer aussi d'un point de vue non verbal. Bah, justement, ça va être un petit peu, je vais rebondir sur ce que tu présentes, parce que finalement, effectivement, parfois cette difficulté à se comprendre et à échanger avec votre proche, ça peut parfois même, ça peut encore alimenter finalement les difficultés qu'a votre proche à échanger avec vous. Ça peut être normal. Enfin, notamment, ce qui est important, c'est de pouvoir rester en contact avec lui de n'importe quelle manière, notamment sur le mode émotionnel. Alors, ça peut s'exprimer de façon verbale, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un ton doux, en ramenant sur quelque chose d'apaisant, mais aussi de façon non verbale. Ça peut être ne serait-ce qu'un regard, le toucher, en fait, qui va être apaisant et rassurant pour lui, et il va se sentir dans un environnement, voilà, avec quelqu'un qui l'apaise et qui va pas alimenter, en tout cas, cette difficulté à s'exprimer. Et ça peut aussi se caractériser par, surtout, ne pas forcément couper la parole. On sait que les personnes qui présentent ce type de pathologie ont des difficultés à trouver le mot. Et on peut avoir ce geste d'anticiper les fins de phrases et de parfois même couper la parole en disant « tu veux quoi voilà. Et en fait, ça peut parfois être un peu, comment dire, brusquant et bousculant pour lui, et peut voilà, générer de l'irritation chez lui. Alors plutôt essayer de poser en fait des questions fermées, en fait, où il ne peut répondre que par oui ou par non. Par exemple, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as soif, est-ce que tu veux ci ou est-ce que tu veux ça. Vraiment des questions qui n'impliquent pas un traitement de l'information qui soit trop complexe en tout cas, et une élaboration dans le discours et dans l'échange qui soit trop important. Et aussi peut-être pour s'assurer d'un échange qui soit un peu plus simple, ça peut aussi être de répéter et en reformulant aussi ce qu'il a proposé. S'assurer en tout cas que lui-même a pu transmettre l'information qu'il avait envie de transmettre, et là encore,
ça peut être rassurant pour lui. Effectivement, on peut entendre que parfois ce soit un peu tout de suite d'essayer de couper, d'anticiper, parce que c'est le quotidien et que ça peut être parfois épuisant. On reste dans les compétences, on va dire, dans les symptômes cognitifs, on va dire, un peu au-delà du comportement seul. Vous avez pu observer finalement que votre proche se répète tout le temps. Il répète tout le temps la même chose, ce qui génère beaucoup de conflits potentiels dans les conversations. Pourquoi il se répète? Parce que c'est un symptôme des oublis, c'est de l'oubli à mesure et ça fait partie intégrante des symptômes qu'on peut observer dans la plupart des maladies neuroévolutives avec une atteinte qu'on va qualifier d'amnésique. L'oubli à mesure, il entraîne des questions parce que le patient est incapable de se rappeler qu'il vous a déjà posé cette dite question. Des propos également même répétés. Et cela peut d'ailleurs générer une certaine anxiété. Encore une fois, on y revient. Et au contraire, les souvenirs plus anciens, cette fois-ci, sont plutôt bien préservés, ou en tout cas sont plus longtemps conservés dans l'évolution de la maladie. Et ça génère, comme je vous disais, de l'anxiété, donc il y a un besoin de réassurance certainement, et à l'inverse, il y a de l'irritabilité qui peut en découdre, surtout que ça s'accompagne souvent d'une méconnaissance de ses propres symptômes amnésiques, et ce qui complique encore les choses, j'imagine. Alors, des petits conseils. Là, toujours essayer de ne pas forcément renvoyer d'agacement ou d'impatience. Voilà. Je suis obligée de le dire parce qu'en même temps, c'est vrai que ça fait partie des choses qui peuvent alimenter une irritation et une anxiété qui est déjà très présente. Là encore, dévier l'attention, ça peut être intéressant notamment sur là encore des éléments qui sont intéressants pour lui et qui constituent des choses qui l'apaisent en tout cas. Donc je reprends un petit peu mon exemple de tout à l'heure, mais effectivement, pouvoir proposer des petites... ceux qui aiment manipuler, de pouvoir prendre des choses à manipuler ou pouvoir marcher. Ce qui est aussi intéressant parfois, c'est de faire appel à des souvenirs qui sont anciens. Parce que, je ne sais pas si tu pourras me le confirmer, mais effectivement, dans ces types de pathologies, les souvenirs anciens sont ceux qui sont encore les plus présents. Et ça peut être intéressant de faire appel à des photos, notamment à des albums. Voilà, ça peut être un moyen aussi pour lui de l'apaiser et de repenser à des souvenirs qui sont assez positifs et assez joyeux pour lui. Après aussi, lorsqu'il y a une certaine difficulté, en tout cas, à se repérer, et ça peut générer en tout cas beaucoup d'anxiété chez eux, on peut mettre en place certains outils. C'est vrai que ça, on l'a mis en place chez une aidante. Son mari a tendance un petit peu à répéter plusieurs fois les mêmes choses par rapport au rituel de la journée. Et en fait, ils ont mis en place un calendrier avec tous les rituels qui sont dans la journée et dans la semaine. Il a ça dans sa chambre et du coup, il peut régulièrement s'y référer. Et ça, en tout cas, ça c'est un exemple très singulier, mais ça a été assez bénéfique chez cette situation-là et ça a permis en tout cas d'apaiser beaucoup d'angoisse. Donc ça peut être un outil en tout cas à mettre en place. Donc la ritualisation finalement c'est apaisant aussi, ouais. D'imposer un rituel vraiment quotidien. Ouais, une routine parce que ça donne des repères en fait et c'est rassurant quelque part. Complètement. Autre chose que vous pouvez observer, en tout cas qu'on peut observer chez les sujets atteints de maladies neuroévolutives, c'est finalement ce passage entre plusieurs émotions, cette labilité émotionnelle finalement. Il passe du rire aux larmes. Et concrètement, comment ça s'observe? C'est vrai que c'est des maladies qui peuvent entraîner une perte de contrôle, entre guillemets, qui se manifeste aussi sur le plan émotionnel. Les patients qui vont être gais et soudainement tristes ou contrariés. C'est des choses qu'on observe en particulier dans les maladies plus vasculaires. Donc ça, c'est une précision qui n'est pas si importante. C'est des patients qui, à l'inverse, vont être aussi plus indifférents à l'égard de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vous-même. Il y a moins d'intérêt qui va être porté. De sorte que ça donne l'impression que les patients ne sont pas touchés par ce qui vous soucie, ce qui vous préoccupe, ou au contraire ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et par exemple, on qualifie d'apathie. L'apathie, c'est la perte d'intérêt du sujet. Vraiment, le patient ne s'intéresse plus aux choses qui l'intéressaient dans le passé. Il ne va pas initier des activités, il ne va pas initier d'action. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément être opposé à ce que vous proposez, mais ça ne va jamais venir de lui-même.
Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer dans les maladies neuroévolutives en tant que telles. C'est un symptôme également neurologique qu'on peut voir dans les dépressions, mais qu'on peut voir aussi sans dépression. Et l'anxiété, encore une fois, on y reviendra à chaque fois, mais vraiment c'est très important, est souvent très présente dans ces labilités émotionnelles et dans ces situations-là. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais juste une question par rapport à la perte d'intérêt. Est-ce que, à votre avis, dans ce type de pathologie-là, c'est une perte d'intérêt parce que ça fait partie de l'évolution de la maladie et c'est un symptôme, ou est-ce qu'il y a aussi une perte d'intérêt parce qu'on n'arrive pas à reconnaître forcément les émotions et les sentiments de la personne qu'on a en face de soi? Finalement, on peut peut-être se poser la question aussi, parce que si on n'arrive pas à déceler ce que ressent l'autre, ce qu'exprime l'autre, on est peut-être moins intéressé par l'autre qui nous renvoie des informations qu'on n'arrive pas à interpréter. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais là, c'est intéressant comme question. Tu rentres dans des considérations c'est une question plus large, mais après, plus spécifiques. Il y a des études en cours sur l'étude de la façon dont le sujet qui atteint une maladie neuroévolutive, il y a des études sur la façon dont il analyse les émotions des autres. Tu avais vu, comme moi, cette conférence. Maintenant, je crois que l'apathie, surtout à un stade évolué, ça va plus loin que ça, parce qu'au-delà de la perte d'intérêt, ça se manifeste surtout par une baisse des activités, en fait. Le patient va jusqu'à ne plus rien faire, ne même pas regarder la télé, n'avoir envie de rien. Et il faut se méfier parce que des fois, ça peut être de la dépression. Mais ça, il faut en parler avec votre médecin, qui doit vraiment faire la distinction entre un symptôme neurologique et un syndrome de dépression. Parce que si c'est un symptôme plutôt de dépression, il y a des traitements qui peuvent aider. Et donc, c'est intéressant d'en parler au médecin. Après, petits conseils. Oui, quelques petits conseils. Oui, mais c'est vrai qu'après, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites parce que c'est vrai que cette dimension parfois d'apathie, ça amène les aidants à ne plus reconnaître leurs proches en fait. Et ça renvoie beaucoup d'impuissance et une profonde tristesse en fait de se dire que la personne que j'ai en face de moi, c'est plus la même personne que j'ai connue. Et ça, on peut entendre en tout cas que ce soit très difficile à vivre pour vous. Et après, d'un point de vue conseil, effectivement, dans ces conditions, c'est vrai que là encore, c'est peut-être intéressant dans les échanges que vous avez avec votre proche de ne pas amener trop d'informations. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est vraiment limiter les informations et apporter des phrases qui sont assez simples, sans trop d'éléments. Après, ne pas rejeter, mais arrête de pleurer. Là encore, ça rejoint plutôt ce qu'on disait, c'est cette dimension d'impuissance en fait. Comment agir face à un proche qui n'arrête pas de pleurer, dont on ne comprend pas la source finalement. C'est pas quelque chose de simple. Après, c'est vrai que du coup, peut-être que la meilleure encore façon, c'est peut-être de pouvoir accepter cette émotion. Là, on parle de validation de l'émotion, c'est vraiment de dire, je comprends que tu sois triste et essayer en tout cas de l'amener vers quelque chose qui peut l'apaiser et lui créer du bien-être en tout cas à ce moment-là. Donc encore dévier l'attention parce que ça reste comme tu dis. Ça marche toujours. Ça marche très souvent en tout cas. Là encore, garder des repères. Les repères, c'est très rassurant, les routines. Hein, En fait, votre proche, il est dans une réalité qui n'est pas la vôtre et on ne peut pas le ramener à notre propre réalité. C'est vrai que la meilleure façon, en tout cas, c'est peut-être d'accepter de rentrer dans sa bulle à lui et de l'amener de contribuer en tout cas de la meilleure manière possible à son bien-être en tout cas. Et là encore, c'est ce qu'on disait, signaler une apathie ou un sentiment de tristesse si ça perdure ou si vous voyez que c'est pas dans son tempérament en tout cas. Il ne nous reconnaît plus. Alors là, on en vient à quelque chose qui est quand même souvent assez choquant pour l'entourage et pour cause. Souvent, c'est très bien décrit, les gens le notent comme vraiment une étape dans l'évolution de la maladie. Et là, on fait appel à des compétences cognitives qu'on va qualifier de reconnaissance, ce qu'on appelle les gnosies. C'est un détail. Le sujet est dans la difficulté pour reconnaître les choses, c'est-à-dire il est capable de connaître le nom éventuellement, ce que ça veut dire, etc. Mais la reconnaissance est difficile et ça peut toucher les visages, ce qu'on appelle la prosopagnosie, donc le fait de reconnaître quelqu'un en tant que tel. Et c'est toujours un peu choquant quand ça arrive jusqu'à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance de sa propre famille, de son propre foyer. Donc c'est source d'inquiétude, bien sûr, pour l'entourage,
La personne parfois peut détourner cette reconnaissance sur d'autres manières, sur la voix, sur l'indice, le prénom, l'objet. Il faut l'aider, je pense. Tu m'arrêteras si je me trompe sur les défauts de reconnaissance. Je suis totalement d'accord. Alors moi, le tout premier conseil, en fait, là, qui me vient en tête, c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est surtout de vérifier peut-être aussi s'il y a des troubles sensoriels, parce qu'effectivement, s'il y a un trouble visuel ou auditif, fatalement, ça va pas aider dans la reconnaissance. Donc, je pense que c'est en tout cas le tout premier conseil que je pourrais donner. Après, sinon, ne contrariez pas forcément d'accord. C'est vrai qu'on dit on dit souvent de ne pas forcément rentrer dans le délire. J'aime pas trop le mot délire, mais malheureusement j'ai que ça qui me vient en tête tout de suite. Mais de rentrer dans dans ce que peut vous dire votre proche, même si vous n'êtes pas, c'est touchant en fait de se dire que vous n'êtes pas reconnu en tant qu'enfant, en tant qu'époux, épouse. C'est blessant. Pour autant, l'essentiel, je pense aujourd'hui, c'est que la relation avec votre proche, elle soit maintenue et que vous arriviez en tout cas à communiquer et à vivre cette relation la plus sereine et la plus apaisante possible pour lui, même si il n'identifie pas que vous êtes qui vous êtes, mais parfois c'est une confusion. Moi, c'est ce que j'ai souvent observé, ça va être les enfants avec une cousine ou en fait c'est ça reste de toute façon, en tout cas souvent dans l'entourage familial. En fait, le principal aussi, c'est de pas alimenter l'angoisse que ça pourrait potentiellement générer chez lui, mais vraiment de maintenir cette relation avec votre proche. C'est pas marrant, non, mais j'ai un exemple qui me vient en tête, c'était pas plus tard qu'hier d'ailleurs, où j'ai une patiente qui m'a pris pour sa petite fille, enfin non, l'épouse d'un patient qui m'a pris pour sa petite fille. Donc je n'ai pas voulu la contrarier, quoi. Donc en fait, la meilleure manière, c'est encore de pouvoir échanger avec elle et surtout qu'elle ne se sente pas dans un environnement qui soit insécure à ce moment-là et de pouvoir échanger, même si au fond, on peut entendre que ce soit très, très, très attristant, voire c'est violent en soi de ne pas être reconnu dans qui on est. Oui, je crois qu'il faut être bien conscient que c'est pas parce que votre proche ne vous reconnaît pas à cet instant T-là que ça change, ça dénature le lien émotionnel qu'il y a entre vous. C'est vraiment deux choses différentes, c'est deux zones différentes dans le cerveau. Et c'est juste un symptôme de sa maladie, hélas. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, le principal, c'est que certes, le statut n'est pas tout à fait le même, mais la relation est toujours la même. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus important, en fait. J'ai un exemple qui rejoint un petit peu ce que tu disais, d'une aidante qui accompagne encore son époux qui est maintenant institutionnalisé, mais elle garde encore un rôle d'aidante très active. Et elle me dit, quand j'arrive dans sa chambre, je sais très bien qu'il ne sait pas qui je suis. Mais il est content quand même de me voir parce que dès que j'arrive, il sourit. Et il sait qu'il est content, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas qui je suis. Mais en tout cas, voilà, il est content. Il me dit bonjour madame quand j'arrive, il est heureux de me voir. Il me dit toujours bonjour madame en repartant. Donc effectivement, elle dit c'est dur pour moi, sachant qu'ils avaient 60 ans de vie commune, donc c'est compliqué. Mais il n'empêche, elle dit je sais qu'il est quand même heureux de me voir, donc j'ai moins la satisfaction de me dire il m'associe toujours à quelqu'un de bienveillant et quelqu'un d'aimant. Donc finalement, elle s'est rassurée, elle s'est construite avec ce sentiment positif. Mais c'est un processus en tout cas d'en arriver à considérer la relation de la même manière dont tu parles. C'est vrai puisque là on parle de ça, c'est qu'on parle d'un deuil blanc en fait. Il faut pouvoir accepter que la relation n'est plus tout à fait la même et que le proche que vous avez toujours connu, c'est plus tout à fait la même personne. Et c'est pour ça que c'est important aussi que vous pensiez à vous en tant qu'aidant et que vous soyez peut-être accompagné ou au moins que vous ayez ces informations en vous disant que ce qui se passe là, ce qui est en train de se jouer, malheureusement c'est normal en fait et que vous pouvez être accompagné par rapport à tout ce que vous vivez c'est un choc, c'est violent, c'est brutal et il ne faut pas non plus que vous restiez seul par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là en tout cas. On en revient cette fois-ci à des troubles plus comportementaux, on va dire, parce qu'on peut observer également chez son proche de l'agitation, le fait de faire des choses sans s'arrêter.
et jusqu'à de l'agressivité ou parfois le fait de cacher des objets ou de les perdre. Et ça peut se manifester par de l'agitation psychomotrice, comme on dit, dans la répétition verbale, mais aussi sur le plan du comportement moteur. Le fait d'aller tapoter un genou, se balancer, c'est ce qu'on va appeler des mouvements stéréotypés, puisqu'ils sont répétés. Ce sont des automatismes qui peuvent parfois d'ailleurs avoir un rôle anxiolytique. Ils vont calmer l'anxiété du patient qui va de base essayer d'agir comme tel pour s'auto-rassurer. Les déambulations, par exemple, peuvent parfois être une manifestation de réassurance. Je vous avais dit que des fois, le comportement moteur peut être modifié jusqu'à se promener sans but, c'est ce qu'on appelle une déambulation. Il ne peut pas s'en empêcher. Cela est inévitable, vous n'arrivez pas à le décentrer de cette idée-là. Et dans ces cas-là, c'est important de rechercher les facteurs d'anxiété qui pourraient avoir amené à modifier le comportement moteur du patient, à arriver à une certaine agitation, a fortiori quand elle est inhabituelle et nouvelle. Des facteurs nouveaux, ça pourrait être une douleur, un inconfort, un changement des repères de l'environnement. Et dans ces cas-là, quand vous avez une modification comportementale récente, par exemple, donc en l'occurrence une agitation, moi je vous invite quand même à en parler avec votre médecin, de façon à identifier quand même un éventuel facteur déclenchant qu'on pourrait isoler et qu'on pourrait finalement améliorer. Alors, d'un point de vue conseil, toujours dans la façon d'échanger avec votre proche, peut-être voilà, pouvoir le rassurer et de façon verbale et non verbale, hein, là encore, le regard, le toucher. Surtout que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, la communication verbale chez votre proche, elle va être quand même impactée. C'est important de pouvoir le rassurer et l'apaiser par des gestes, en tout cas. Donc, la façon d'échanger avec lui. Après, ça peut être aussi de le ramener progressivement dans le temps, en vous repositionnant qui vous êtes et en tout cas peut-être parfois même orienter son attention vers quelque chose qui est apaisant. Alors là, on parle d'une activité musicale. Il y a des études en tout cas qui prouvent que la musique, ça reste quelque chose qui reste très 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 longtemps chez les proches. Ils sont très sensibles à la musique, ils chantent même. J'ai des exemples comme ça de personnes en accueil de jour qui participent encore énormément, qui se mettent à chanter alors que c'est pas on n'entend pas beaucoup le son de leur voix toute la journée, mais là cette activité-là l'apaise. Utiliser des photos ou des jeux à manipuler. Donc je reprends un petit peu l'exemple que j'avais fait tout à l'heure. C'est vrai que de pouvoir en tout cas proposer quelque chose qui soit apaisant. On sait que ne serait-ce que même de marcher, parce qu'il y a la déambulation parfois aussi, ça peut être quelque chose qui peut générer de l'anxiété chez vous, une certaine incompréhension de pourquoi est-ce qu'il y a ce mouvement qu'on ne peut pas expliquer. C'est intéressant peut-être de l'orienter vers quelque chose qui lui parle un peu plus. En tout cas, quand l'environnement est sécurisé, ouais. Quand on le peut, la déambulation, c'est quand même souvent un comportement qu'on respecte pour le patient, parce qu'on est bien conscient de cet intérêt, cet objectif de réassurance que le patient a lui-même mis en place. Un petit conseil qu'on peut donner à domicile notamment, mais qu'on peut aussi mettre en place en EHPAD, peu importe finalement l'environnement, notamment chez les personnes qui déambulent beaucoup, et on sait notamment qu'on a certains patients qui peuvent déambuler jusqu'à plusieurs kilomètres par jour, et quand on oublie de manger, quand on oublie de boire, et qui peuvent vraiment s'épuiser. Nous, ce qu'on avait mis en place dans le service où je travaillais, et on avait reproduit ça aussi à domicile chez les patients très déambulants, c'était la mise en place de collations à plusieurs endroits dans le domicile, et pareil de verres d'eau à plusieurs endroits dans le domicile. Et finalement, le patient, quand il traversait la pièce, quand il tombait des fois nez à nez avec le verre ou la collation, finalement, où on accompagnait aussi la déambulation. Quand on avait certains patients dans le service qui déambulaient sur des très très longues heures dans la journée, et qui ont sauté les repas, donc on les accompagnait dans la déambulation avec du manger-main. On préparait des tartines avec du fromage, et on ne cassait pas la déambulation, on marchait avec eux et on leur donnait les tartines pour qu'ils puissent continuer à manger. Il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, en tous les cas. C'est sûr que si casser la déambulation, finalement, ça va générer de l'angoisse et potentiellement aussi de l'agressivité,
Donc c'est vrai qu'extérieurement, ça peut paraître un peu bizarre comme comportement, mais comme le disait très bien Victoire, c'est un comportement vraiment anxiolytique, c'est vraiment pour but d'apaiser. Et encore une fois, les personnes ne le font pas volontairement, même si c'est en plein milieu de la nuit et qu'on ne comprend pas trop pourquoi il déambule à 3 h du matin, ça fait partie des symptômes de la maladie. D'où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important aussi que vous puissiez avoir des informations sur ce qui touche votre proche et comment ça peut se manifester en tout cas. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des éléments aujourd'hui, mais même ailleurs en fait, de pouvoir comprendre en fait quels sont ces troubles et pourquoi ça se manifeste en fait, parce que voir un proche qui déambule comme ça sans en comprendre le sens, c'est pas forcément évident aussi de l'accepter et de laisser faire ce geste en fait. Alors, les hallucinations. On va parler d'hallucinations dès lors que... Mais passe la diapo peut-être. Dès lors que le sujet... ah non, il est là. On va parler d'hallucinations dès lors que le sujet va voir ou entendre. Hein, ça peut être sur d'autres modalités sensorielles, mais c'est souvent en tout cas la vision et l'oreille. Des choses qui n'existent pas. Par exemple, le patient peut voir soit des hallucinations très élaborées, comme des humains dans sa chambre ou autre, ou des animaux, mais parfois ça peut être un peu moins élaboré, des images sur les murs, des lumières, etc. Et c'est un peu pareil pour l'audition. Parfois ça peut se manifester pas juste par la sensation de présence de quelqu'un dans son dos, alors qu'il n'y a personne. Donc c'est toujours un petit peu perturbant de voir que son proche a des hallucinations, parce que ça renvoie à beaucoup d'images psychiatriques, de pathologies psychiatriques, alors que ça peut faire partie intégrante des symptômes d'une maladie évolutive, et en particulier dans son évolution, c'est quelque chose qui peut apparaître précocement ou tardivement selon la maladie dont on parle. Et les hallucinations peuvent être anxiogènes, c'est-à-dire générer de l'angoisse, ou pas, ça dépend. Il y a plusieurs types de situations qui peuvent se présenter. Justement, oui, c'était aussi cette nuance-là que je voulais apporter, je ne savais pas, mais effectivement, il y a une différence entre quelque chose qui peut créer beaucoup d'angoisse chez lui, et là, auquel cas, il faut pouvoir en tout cas le rassurer en exprimant surtout pas que vous ne voyez pas la même chose que lui. Il y en a d'autres, en fait, où il n'y a pas forcément d'anxiété. Par exemple, j'ai le souvenir de l'époux d'une patiente qui voyait des petits poussins, ça n'avait pas l'air de plus le perturber que ça, donc bon, faut laisser passer. Après, c'est vrai que c'est important d'accepter l'émotion que ressent votre proche à ce moment-là. Par exemple, lui dire que vous ne voyez pas vraiment vous comprenez ce qu'il vous décrit, même si vous-même vous ne voyez pas nécessairement. C'est vrai que c'est pas en tout cas l'idée que de lui mentir, mais en tout cas de pouvoir lui dire je comprends que tu aies peur, en tout cas que ça génère beaucoup de... Peut-être pas générer de l'angoisse, mais ça lui fasse peur à ce moment-là, et en tout cas on peut peut-être essayer ensemble de trouver des solutions pour le rassurer en tout cas. C'est vrai que là encore je reviens sur cette dimension de la bulle, mais il faut pouvoir à ce moment-là rentrer dans son univers à lui et lui faire comprendre que même si on n'arrive pas à comprendre le sens de cette hallucination à ce moment-là, en tout cas valider le fait qu'il y a un sens au fait que il voit quelque chose qui ne fait pas partie de notre réalité en tout cas. Donc finalement, il n'y aurait pas forcément à traiter, entre guillemets, les hallucinations si la personne les vit bien, si elles ne sont pas délétères du tout pour lui. Les traiter d'un point de vue dans le comportement des aidants, mais d'un point de vue médical, on ne va pas les traiter non plus avec des médicaments si elles génèrent aucune souffrance. Ouais. Ce serait plus délétère qu'autre chose. Donc je vous parlais tout à l'heure d'agitation. Cette agitation, elle peut aller jusqu'à de l'agressivité, c'est pas rare, de l'agressivité ou de l'irritabilité, et ça peut se manifester. Des questions en même temps. Ça peut se manifester par le fait que la personne va sortir de ses gonds et est irritable, comme je vous le disais. Elle peut parfois manifester de l'opposition à ce que vous proposez comme activité, mais parfois de l'opposition aux soins. Et là, ça devient plus délicat. Un défaut de coopération. Et cette agressivité peut se manifester sur le plan verbal, en insultant, en criant, et parfois sur le plan physique aussi, avec le fait de taper, etc. Ça c'est ce qu'on peut voir aussi. Et ça peut être très
très vif en fait comme modification comportementale qui se manifeste comme des brusques accès de colère. C'est toujours très déroutant pour l'entourage. C'est très très déroutant et c'est vrai que ce qui en tout cas peut aider peut aider non, mais en tout cas ça peut ce qui est intéressant c'est de ne pas forcément répondre en miroir à ce moment-là parce que la colère plus la colère plus la colère ça peut rapidement être l'escalade et de toute façon ça majorera l'irritation et l'agressivité de votre proche. Après là encore on peut essayer de rassurer en faisant diversion vers quelque chose qui est apaisant et qui est rassurant. Par rapport aux soins, si jamais on observe en tout cas qu'à ce moment-là, il y a un refus, une opposition qui est totale et avec beaucoup d'agressivité, ce qui est peut-être le mieux, et si c'est possible, c'est peut-être aussi de différer le soin. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand il y a des aides à domicile qui sont présentes et qui ont un temps quand même qui est quand même très compté. Après, ça peut aussi être pendant le soin, de mettre en place des petites choses qui pourraient être apaisantes. Par exemple, on parlait de la musique tout à l'heure. Peut-être pendant le soin, mettre un fond musical ou l'accompagner avec, en lui parlant de photos, en lui montrant des photos, c'est peut-être mieux, en lui parler de souvenirs anciens qui sont apaisants pour lui. En tout cas, on peut entendre que ce soit difficile pour vous de vivre avec ce trouble parce que l'agressivité, moi je sais que toutes les personnes que je rencontre et qui me parlent de l'agressivité de leurs proches, malheureusement, c'est pas quelque chose qui était présent chez cette personne avant la maladie. Et donc là, c'est vraiment de passer de quelqu'un qu'on a connu pendant 50, 60 ans à quelqu'un qu'on ne connaît plus et qui en plus peut parfois être agressif, voire violent. Et ça, c'est difficile à accepter en tout cas et c'est très complexe de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, c'est des petits outils qu'on peut mettre en place. Après, effectivement, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça fonctionne à un moment et ça fonctionnera plus. Il faut être créatif avec nos proches en tout cas, enfin avec vos proches pardon. Et encore une fois, si cette agressivité elle est brusque ou vraiment de plus en plus répétée et difficile à vivre au quotidien, je ne parle pas uniquement de l'agressivité verbale parce que ça peut être des mots fleuris à longueur de journée, mais ça peut être aussi malheureusement dans certaines situations de l'agressivité physique. Encore une fois, vous n'êtes pas tout seul et il faut en parler, il ne faut pas rester isolé avec tout ça parce que c'est pas possible, en tout cas c'est pas gérable dans le long terme, donc il ne faut pas hésiter à en parler avec votre médecin. Et on a dans certaines situations vraiment spécifiques, quand vraiment la gestion de l'agressivité est pas possible à gérer à domicile, où on propose dans certains cas des hospitalisations courtes pour voir justement quelle peut être l'origine de l'agressivité et voilà, à partir du moment où on a trouvé l'origine, on pourra peut-être mettre en place un traitement dans certains cas qui pourra en tout cas réguler un peu cette agressivité. Il n'y a pas de solution type, mais en tout cas, l'agressivité, c'est un symptôme, mais voilà, si c'est trop difficile à vivre au quotidien, il faut essayer de trouver des solutions et des ressources à l'extérieur. Puis il y a des fois, en plus, elles ont, je rebondis sur ce que tu dis, mais il y a une origine, en tout cas, moi, je pense notamment à un monsieur qui peut se montrer très agressif, et en fait, il s'avère qu'il avait des douleurs qui étaient très importantes, et ça finissait par l'envahir totalement. Donc la moindre stimulation, qu'elle soit physique, auditive ou n'importe quoi, en fait, tout finissait par majorer cet envahissement. Et en fait, il était très agressif. Et quand ils ont trouvé un traitement pour sa douleur, justement, il s'est quand même énormément apaisé. Et c'est quelque chose qui était assez rare, en tout cas, après ce type de trouble. C'est toujours fastidieux d'évaluer la douleur chez un patient qui a des troubles cognitifs, mais effectivement, c'est quelque chose auquel il faut toujours penser. Souvent, le sujet n'est pas capable de dire lui-même qu'il a mal, de préciser où, quelle est la modalité. Il faut vraiment y penser de manière systématique. Comment vous pouvez le voir justement, là, on a une question par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut repérer chez un de mon proche qui a une pathologie neurodégénérative, qui n'est pas capable de dire j'ai mal à tel endroit, j'ai mal comme ça, comment est-ce qu'on peut repérer une situation douloureuse pour son proche? Qu'est-ce qui doit en tout cas nous alerter sur le comportement, sur l'attitude? Alors il y a plusieurs choses. Il y a le faciès déjà qui est très parlant en général. On a des échelles pour évaluer la douleur chez un patient qui est incapable de l'exprimer en tant que tel d'un point de vue verbal. Et le corps parle et le visage parle et sait manifester de la douleur.
Après, moi je pense qu'il faut aussi identifier quelles sont les situations qui vont générer de l'agitation. Et quand c'est des situations qui demandent une certaine mobilisation, par exemple, des douleurs très fréquentes chez le sujet âgé, c'est quand même l'arthrose, et c'est des douleurs qui se majorent à la mobilisation. Et repérer que le patient est plus agité dès lors qu'effectivement il y a des soins, de la mobilisation qui va être bougée, etc., il faut quand même se poser la question de la douleur. Et parfois, il faut y aller à tâtons et voir avec le médecin traitant pour mettre à l'aveugle des antalgiques et voir si ça modifie ou pas, ça améliore les choses. Quitte à ce qu'on y aille un peu à tâtons, mais tant pis, il faut essayer. Parce que des fois, on a des résultats un peu spectaculaires, comme tu l'as cité. C'était en tout cas, enfin, effectivement, là c'est une situation où il y avait en tout cas une connaissance d'une pathologie. Il y a eu connaissance d'une pathologie en tout cas qui pouvait créer des douleurs, mais enfin, ça a été déjà il y a eu un moment où il y a eu une évaluation de la douleur avec une adaptation du traitement, mais ça a quand même nettement diminué l'apparition de ces troubles-là. Après, pouvoir l'observer, effectivement, peut-être sans peut-être vous faire confiance aussi parce que vous connaissez votre proche et vous savez ce qui peut être douloureux ou inconfortable pour lui et vous savez aussi repérer les signes d'un inconfort chez lui. Après, à contrario, quand vous ne pouvez pas les repérer parce que vous avez vous-même votre fatigue, votre épuisement, vos propres problèmes aussi. La culpabilité, elle est légitime, mais en même temps, on peut entendre, et c'est normal qu'à ce moment-là, il y a certains indices, parce que là, on est sur l'interprétation d'indices, ça passe à la trappe, en fait, si je puis dire. Voilà, la culpabilité, elle est légitime, mais j'aime pas trop, en fait, dire vous n'avez pas à culpabiliser, parce que je peux pas vous imposer de ne pas culpabiliser, c'est naturel et ça se manifeste et on la comprend, mais en tout cas, sachez que c'est normal en fait parfois de ne pas tout observer, de ne pas tout voir et de ne pas pouvoir tout faire en tout cas pour que votre proche soit le plus confortable possible. Des petits signes quand même par rapport à pour repérer la douleur, ça va être typiquement, comme le disait Victoire, au niveau du visage, des grimaces, le regard assez fixe ou au contraire très lointain, comme si en fait votre proche sortait un peu de son corps parce que la douleur est telle que voilà. L'agressivité physique dès lors par exemple pour une toilette, qu'on amène le gant sur une partie douloureuse avec des mouvements il vous pousse votre main ou il devient agressif, il se met en retrait. La position aussi, position fétale, c'est un bon signe aussi de repérage au niveau de la douleur. C'est la position finalement confort qu'on prend un peu tous quand on est douloureux à tout point de vue, on va dire. Donc ça peut être des petits signes de cet ordre-là. Mais comme le dit Julia, effectivement, c'est facile à dire dans les faits, mais quand on est fatigué, quand on est un peu dépassé par tout ça, on ne voit pas forcément et c'est un peu facile de dire vous auriez dû voir, mais je pense qu'on fait un peu tous clairement comme on peut. C'est ça. Et pas forcément comme on voudrait non plus, mais on fait comme on peut. Une autre problématique assez fréquente, c'est celle de l'insomnie. Le sommeil, c'est quand même un comportement instinctif qui est assez facilement atteint dans les pathologies neuroévolutives, jusqu'à le fait de ne pas du tout dormir la nuit et de dormir complètement la journée, ce qu'on va appeler une inversion du rythme jour-nuit. Ça peut se manifester par des réveils répétés dans la nuit, des difficultés pour s'endormir, ou un réveil à l'inverse précoce, jusqu'à avoir un comportement du matin à un réveil très précoce dans la nuit, parfois à 2h du matin. Plus spécifiquement, par exemple, dans la maladie à corps de Lévy, les cauchemars, c'est quelque chose d'assez fréquent, avec même parfois l'impression que ces cauchemars sont réellement vécus. Il y a vraiment une confusion qui peut s'installer entre le rêve et la réalité, parce qu'il y a vraiment, c'est aussi une maladie du rythme du sommeil en tant que tel. Et ça, c'est toujours compliqué à gérer parce que ça génère beaucoup de complications sur le rythme de la journée. Il y a les aides qui viennent à la maison, il faut aller à l'accueil de jour, etc. C'est toujours un peu compliqué. Du coup, par rapport à cette difficulté d'inversion jour et nuit, moi j'en reviens un petit peu au conseil des rituels parce que là, pour le coup, c'est vrai que ça peut être assez bénéfique. Ça peut être des rituels, ne serait-ce que le matin. Je vous ai mis des petits exemples, mais effectivement, si vous avez des
des habitudes le matin au réveil, par exemple, voilà, c'est ouvrir les volets, ouvrir le lit pour aérer, prendre le petit déjeuner, se réveiller en douceur, etc. Voilà, c'est vraiment instaurer toutes ces petites habitudes et qu'elles soient assez répétitives tous les jours parce que ça va s'ancrer progressivement chez votre proche qui identifiera bien que ça, c'est ce qu'on fait au réveil le matin et qu'après, progressivement, bah, après le petit déjeuner, on va aller prendre la toilette et que du coup, à ce moment-là, il y a les aides qui arrivent. Voilà, c'est plein des enchaînements en tout cas qui vont se mettre en place dans la journée et qui vont permettre à votre proche voilà, d'avoir des repères en tout cas. Et au moment du coucher, bah, voilà, pareil, peut-être avoir d'autres petits moments aussi avec votre proche pour qu'il identifie bien que là, c'est le moment du coucher. J'ai en tête, ça me fait sourire parce que j'ai une aidante qui, elle, a ce petit moment privilégié avec son proche où en fait ils font des guilis le soir au moment d'aller se coucher. Et ça reste un moment où voilà, il y a beaucoup de joie qui passe à ce moment-là. Et elle a le sentiment, de retrouver son mari. Et en fait, l'autre jour, elle exprimait très clairement qu'elle ne voulait pas d'aide à domicile au moment du coucher parce que ça, c'était certes fatigant pour elle, mais c'était son moment avec son mari et qu'elle n'était pas prête à y renoncer, quoi. Et en tout cas, j'ai trouvé ça beau à ce moment-là, la manière dont elle pouvait le décrire. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est important, en tout cas, d'avoir ces petits moments rituels, que ce soit le matin ou le soir, mais de toute façon, de manière générale, tout au long de la journée, c'est assez pas protecteur, mais en tout cas, c'est rassurant, en tout cas, pour votre proche. Et voilà, après, bon, j'avais une autre petite note qui me disait qu'effectivement, faut éviter aussi d'être trop confronté aux écrans le soir, parce que fatalement, ça peut être un petit peu énervant, mais voilà, ça c'est un autre conseil. Il y a une autre chose importante là-dedans, c'est que là on parle des troubles du sommeil chez les dents, enfin chez les dés, mais il y a aussi coup, ça chez les dents, qui impacte des troubles du sommeil chez les dents de fait, puisque quand votre proche déambule la nuit, allume la lumière ou vous interpelle à plusieurs reprises dans la nuit, forcément ça a un impact sur votre propre sommeil à vous. Donc pareil, en termes de conseils, c'est des conseils un peu faciles, j'ai envie de dire, et essayez de trouver des temps de repos ou des temps calmes au moment où votre proche lui-même se repose. Si vous avez la possibilité sur la journée de faire des siestes, j'ai envie de dire, c'est le grand luxe, si vous pouvez avec votre proche, mais en tout cas, essayez de vous trouver essayez de vous octroyer des petits temps off, en tout cas au moins pour décompresser, même si vous n'arrivez pas à dormir parce que c'est difficile de trouver le sommeil ou de vous détendre suffisamment parce que vous êtes toujours un peu aux aguets à surveiller votre proche. Peut-être ne serait-ce que déjà prendre 5 minutes pour vous asseoir, vous allonger un peu sur le canapé, faire un petit temps de pause en tout cas. Parce que souvent l'épuisement aussi vient de là en fait. C'est de l'épuisement physique et psychologique parce que quand on dort 2-3 heures par nuit, ça tient un moment, mais ça tient pas sur la durée. Donc, en fait, aussi, les troubles du sommeil chez les dents viennent peut-être parfois, certes, des réveils nocturnes du proche, mais ça vient aussi parfois beaucoup de l'angoisse que vous-même vous ressentez par rapport à l'avenir, en fait, parce que l'avenir fait peur, c'est l'inconnu. Et ça, en tout cas, c'est important peut-être de pouvoir en parler surtout et peut-être de trouver avec des professionnels ou avec des proches des solutions pour voilà, anticiper cet avenir qui vous fait peur et qui, en tout cas, vous empêche de dormir la plupart du temps. Ça peut être la peur aussi de la fugue. J'ai eu plusieurs situations comme ça où je dors pas parce que si jamais pendant la nuit mon proche sort, en plus notre maison donne sur la rue, donc qu'est-ce qui va se passer? Et dans cette situation-là où donc la femme qui était l'aidante principale était vraiment complètement épuisée, vraiment de fatigue pour le coup. Elle avait la solution qu'elle avait trouvée, qui n'était pas pérenne dans le temps, mais en tout cas qui lui avait permis d'avoir une petite bulle d'oxygène, c'était que de temps en temps, pendant les vacances de ses enfants, au moins une nuit pendant leurs vacances, ils prennent le relais pour qu'elle puisse, elle, dormir et dormir une nuit complète sans réveil. Alors, avec forcément quelques petits réveils, parce que quand on a l'habitude d'être réveillé en permanence et qu'on est angoissé pour son proche, on ne peut pas changer sa nature profonde comme ça, mais en tout cas, avec un peu moins de réveil parasite dans la nuit. Toujours sur le comportement qu'on va qualifier d'instinctuel, finalement, on peut observer également une atteinte de l'appétit. Et ça peut s'observer sur les deux modalités. Un patient qui va moins manger, qui va avoir moins faim, qui va avoir moins d'intérêt pour la nourriture, ou à l'inverse, qui va grignoter de manière intempestive, qui va manger tout ce qu'il trouve.
Et ça, ça peut s'observer sur l'appétit, ça peut s'observer aussi sur l'appétence, une modification du goût. Il n'est pas rare qu'on voit des patients qui ont plus d'appétence, plus de goût pour le sucré avec l'évolution de leur maladie. Les symptômes cognitifs et les symptômes amnésiques de la mémoire peuvent aussi engendrer des difficultés pour s'alimenter parce que le patient peut oublier qu'il a mangé. Et donc ça va modifier son rythme. Les difficultés aussi de pratique pour mobiliser les outils vont aussi engendrer des difficultés pour se nourrir, notamment sur les couverts. Et ça peut être dangereux parce que moins manger, ça peut aller jusqu'à la dénutrition. La dénutrition, c'est quelque chose d'assez fréquent chez le sujet âgé et qui n'est pas anodin. Ce qui peut renvoyer aussi vers quelque chose qui peut être un peu violent, encore une fois, pour les dents, c'est quand son proche finalement n'utilise plus les us habituels, ne prend plus les couverts pour manger, mais commence à manger avec les mains. Effectivement, dans le regard de la société, c'est pas normal. Et là, vous ne voyez pas, mais je mets plein de guillemets, parce que ce terme de normalité, je l'aime pas du tout, mais c'est pareil, voilà, trouver un autre terme, c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, en soi, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est que votre proche mange avec vous et s'alimente, ou est-ce que c'est qu'il mange correctement avec la bonne fourchette, le bon couteau, la bonne cuillère? Ce sera un travail à faire, ce ne sera pas du jour au lendemain, mais en tout cas... d'acceptation, en tout cas, et lâcher prise sur ça, c'est pas quelque chose d'évident. Voilà, donc quelques petits conseils. Moi, tout de suite, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la déambulation. Effectivement, peut-être favoriser, peut-être proposer des repas manger main, comme c'est écrit là, avec des petites tartines ou enfin quelque chose en tout cas dont il peut se saisir et pour s'alimenter plus facilement. S'il déambule, comme tu disais tout à l'heure, avoir besoin de s'asseoir finalement. C'est ça. Si on déambule, peut-être mettre un petit peu des points d'hydratation et de nutrition un peu partout dans la maison. Après, peut-être au niveau des repas, en tout cas privilégier les repas qu'il apprécie. Tout à l'heure, tu parlais donc d'un monsieur, c'était toi qui parlais d'un monsieur qui prenait que des petits déjeuners du coup, c'est ça? On avait testé en fait à domicile les dents après une discussion, parce que c'est un monsieur que je suivais les dents en consultation et elle était embêtée parce que son mari perdait du poids, mangeait plus. Et en fait, le seul repas de la journée qu'il continuait à manger avec plaisir et vraiment en train, c'était le petit déjeuner. Et finalement, il avait quasiment qu'un repas par jour dans le corps, donc il y avait une grosse perte de poids, enfin, c'était compliqué à gérer. Et on avait travaillé un petit peu là-dessus, sur les habitudes aussi au niveau des repas. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'essayez pas de lui donner finalement un petit déjeuner le matin, le midi et le soir? Et au moment en fait, où je lui ai proposé, effectivement, elle m'a fait une tête un peu, mais non, mais faut pas faire comme ça, habituellement on ne fait pas comme ça, on mange pas un petit déjeuner, on mange pas les tartines et le café au lait le soir, le midi. Oui, mais après, en discutant avec elle, je lui dis, mais qu'est-ce qui est le plus préférable finalement? Est-ce que c'est qu'il ait le petit déjeuner le matin, un repas salé le midi et le soir qu'il ne va pas du tout manger, ou est-ce que c'est qu'il ait un petit déjeuner matin, midi et soir, effectivement, ce qui n'est peut-être pas dans la norme, encore une fois, je mets plein de guillemets, et que pour le coup, il va me le manger avec plaisir et il va continuer à s'alimenter. Et effectivement, à partir de là, on a pu travailler là-dessus, encore une fois, sur cette idée de lâcher prise. Et maintenant, ce monsieur a repris du poids, enfin en tout cas la perte de poids s'est stabilisée, il commence à reprendre du poids et il mange 3 repas par jour, effectivement 3 petits déjeuners par jour, mais avec son plus grand bonheur. C'est le principal. Hein. Voilà. Surtout qu'on peut enrichir en plus de façon à maintenir quand même des apports nutritionnels équilibrés en protéines, en glucides et en lipides. Et on peut tout à fait enrichir une alimentation avec de la crème, des œufs, de la poudre d'amande. Il y a plein de choses qui existent pour garantir quand même des apports nutritionnels tout à fait cohérents, même sur des choses un peu différentes. C'est singulier, de toute façon, là c'est des exemples qu'on vous donne, mais de toute façon c'est, j'ai envie de dire un petit peu au cas par cas, quoi. C'est en fonction des situations que vous rencontrez à la maison, c'est pouvoir aussi s'adapter à votre proche et voilà, aller dans son univers et pas le ramener dans le nôtre fatalement. Après j'avais d'autres petits conseils, si je puis dire. En fait, pour les personnes aussi qui auraient tendance à ne pas trop manger, faites faire des recettes simples en tout cas, qui sont appréciées par votre proche, avec des goûts qui sont assez francs et forts, parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des troubles sensoriels avec
à une perte du goût. Donc ça peut être intéressant en tout cas. C'est même assez fréquent dans le vieillissement. Ça, c'est quelque chose qui a été montré quand on vieillit. Nos compétences sensorielles, gustatives et olfactives baissent, en fait, qu'on soit malade ou qu'on ne soit pas malade. Ouais. Et donc, pour avoir le même ressenti, des fois, le goût doit être plus fort. Il faut abandonner, des fois, à discuter avec votre médecin. Mais sortir du paradigme du régime sans sel, des fois, c'est important parce qu'on va quand même, quitte à adapter le traitement pour le cœur derrière, mais des fois, on va se dire qu'il vaut peut-être quand même mettre un peu de sel pour garder une certaine appétence et garder quand même du goût et éviter la dénutrition. Ça, c'est hyper important. Tu voulais continuer ou après, me proposer du manger main, effectivement, de toute façon, pour ceux qui ont tendance un petit peu à déambuler, ça peut être intéressant. Proposer du manger main, ça peut aussi être très intéressant pour ceux qui restent à table, mais qui n'ont plus forcément non plus le sens de à quoi sert le couvert finalement. C'est vrai que, effectivement, moi, j'avais une dame qui me racontait que son époux se servait de la fourchette comme d'une brosse à cheveux, donc effectivement, à ce moment-là, c'est plus forcément adéquat. Donc, adapter le couvert ou sinon même proposer des repas plus adaptés qu'ils pourraient prendre directement avec les mains. Ça permet en plus de garder l'autonomie de son proche qui, plutôt que vous en tant qu'aidant, vous soyez obligé de lui donner à manger avec le côté qui peut être un peu infantilisant pour le proche, de dire effectivement il est toujours capable de le faire, il le fait de manière différente, mais il est toujours capable de le faire. Donc le plus important c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il maintienne les choses dans la limite de ses capacités. C'est vrai que c'est pas évident, que là, que ce soit ne pas manger ou même avoir envie de trop manger. Je sais qu'il y a une aidante que j'accompagne, elle a même mis son frigo sous cadenas, quoi, en fait. Elle en est arrivée à ce stade-là où sinon son époux dévalise le frigo tout de suite. Donc c'est pas évident en tout cas de trouver la solution la plus adaptée et d'avoir le sentiment en plus d'être encore chez soi parce qu'elle-même, quand elle est chez elle, elle n'ose plus aller dans le frigo ou se servir parce qu'en fait il faut aller faire la démarche d'aller chercher la clé, d'ouvrir les cadenas. Enfin, ça limite en tout cas la liberté aussi du proche, quoi. Puis il y a aussi dans le fait aussi des attitudes un peu qui peuvent être un peu aberrantes aussi au niveau de l'alimentation, c'est le fait qu'on ait certains patients dans certains types de pathologies qui vont aussi avoir ces attitudes un peu boulimiques, mais sur des ressources qui ne sont pas forcément alimentaires. J'ai eu des patients qui mangeaient par exemple avec des conduites potentiellement dangereuses, qui pouvaient ouvrir le placard de produits d'entretien et puis j'ai soif, je prends la première sauce liquide qui vient. Il y a aussi ce côté mise en danger potentiel derrière aussi. Là, effectivement, j'ai pas de super conseil. Là, le seul conseil, c'est celui que j'ai observé directement à domicile, c'est de tout mettre sous clé, mais la maison ne vous appartient plus tout à fait finalement quand vous en arrivez à prendre ces décisions, et pour autant c'est pour la sécurité de votre proche, mais de toute façon il n'y a pas de solution idéale, quoi. À ce moment-là, le principal c'est aussi de le maintenir en sécurité. Et là, ça sera peut-être notre mot de conclusion, et vous en serez rendu compte, c'est qu'on n'a pas hélas de baguette magique, mais il faut être bien conscient que... Excusez-moi, je fais le... Non, pas tout de suite. En fait, on a mis pour conclure, mais on a des questions d'abord sur le chat. Et je pensais faire la conclusion d'abord, mais ok, pas de souci. Non, mais c'est qu'il y a une ou deux situations, une situation notamment qu'on n'a pas abordée, qui est arrivée après en question. Donc, désolée, c'est la force du direct. Dans les questions en fait, qui sont arrivées un peu au fil de l'eau ou des fois un peu en différé, donc on va les reprendre maintenant. Notamment par rapport à la question de mon proche n'arrive plus forcément à se rappeler des choses anciennes. La question était donc, est-ce qu'il faut parler des souvenirs anciens, notamment des souvenirs qui peuvent être douloureux, des parents décédés ou des enfants potentiellement décédés, ou est-ce qu'il faut en parler, ou est-ce que ça peut générer plutôt de la tristesse Dans quel contexte? C'est rappeler pour rappeler, ou c'est dans un contexte particulier? Je pense que c'est plutôt une conversation. J'ai pas tous les tenants de la question. Pardon. Est-ce qu'il faut parler de ces souvenirs anciens? Comment gérer notamment, alors il y a plusieurs questions dans la même question, comment gérer notamment la demande de retour, donc j'imagine la demande de retour à domicile peut-être pour les personnes qui sont amenées à être en institution, je pense que ça doit être ça,
et comment gérer aussi, enfin voilà, est-ce qu'il faut parler des souvenirs des proches décédés qui peuvent potentiellement enfin, générer de l'angoisse ou générer de la tristesse chez son proche ou... Alors moi, je commencerai juste par dire que je me méfie des il faut. Oui. Je crois qu'on est dans un groupe de maladies où il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de règles. Et on a essayé d'avoir une approche situation par situation, mais vous l'aurez bien constaté, à chaque fois, on est surtout dans l'évaluation et dans l'adaptation par rapport à la personne, en fait. Donc, c'est toujours très difficile de répondre par un il faut, et je crois qu'il n'y aura jamais de il faut. Oui, ou le yaka faucon. C'est ça. Comme ça. Il n'y a pas de bonne réponse de toute façon. Après, moi, de mon point de vue, je suis assez... j'aurais tendance à dire que une émotion, ça reste une émotion et elle peut être vécue, que ce soit de la tristesse ou de la joie. On ne dira jamais à quelqu'un d'arrêter d'être heureux et d'arrêter de rigoler, de rire. Donc si ça reste parler d'un proche qui est décédé, c'est pas forcément aborder la dimension du décès, ça peut être simplement en parler, soit des souvenirs positifs ou pas forcément. Mais voilà, il a le droit d'être triste, il a le droit d'être en colère. Après, c'est aussi vous, de votre point de vue d'aidant, qu'est-ce que vous êtes aussi en mesure de... Pas de gérer, c'est peut-être pas ce mot-là que je voudrais dire, mais est-ce que vous êtes capable de vivre aussi de votre proche, effectivement, la tristesse de votre proche, ça peut parfois vous mettre en difficulté. Après, moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de... Effectivement, je reviens à ce que tu disais, il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Ça dépend aussi du contexte et dans quelle mesure vous abordez ces souvenirs qui ne sont pas forcément joyeux, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, enfin, c'est intéressant mais complexe en même temps quand on a la question de elle est où ma maman, il est où mon papa, et où notamment quand la personne malade s'identifie comme beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est. Ouais. C'est hyper compliqué. Enfin, Par exemple, imaginons que cette personne se pense plus jeune et recherche un proche qui est décédé et en disant elle est où ma maman. On peut en parler en fait, de dire. Et après, il s'agira toujours peut-être, là, j'en reviens un petit peu là, mais de dévier l'attention, enfin pas de dévier l'attention, mais en tout cas de dévier un petit peu le sujet en parlant de la maman en fait tout simplement, et de parler des souvenirs qu'il a eus et qui ont été des souvenirs heureux à ce moment-là. Et après, peut-être, ça amènera sur un autre dialogue. Mais ça dépend du contexte, en fait. Moi, c'est un peu ce que j'aurais tendance à dire. Ça, c'est une réponse de psy, je suis désolée. Mais c'est vrai, quoi. Non, mais c'est vrai, effectivement. Puis ça dépend aussi du passif, puis comment on ressent la situation. Est-ce que la personne est en capacité d'entendre ou pas, ou peut-être que... Et même vous, en tant qu'aidant, parce que vous êtes capable de vivre à ce moment-là. Autre question, donc, notamment, c'était la question tout à l'heure que j'ai peut-être pas forcément très bien formulée, hein, je m'en excuse d'avance. Comment est-ce que je peux réagir, notamment, je ne sais pas si mon proche par exemple est hospitalisé, ou enfin n'est plus dans le cadre du domicile pour une raison X ou Y, ça peut être le cas d'une pathologie, voilà, et que vous allez le voir et qui vous demande en permanence de quand est-ce qu'il rentre à la maison, qui veut rentrer à la maison, qui vous suit. Enfin, pour avoir travaillé notamment au contexte aigu à l'hôpital, c'est des situations très difficiles à vivre, mais pour tout le monde, pour la personne qui se retrouve bloquée à l'hôpital et qui ne comprend pas, et pour son aidant qui, dans certaines situations, part en pleurs parce que il est dans la difficulté de... Donc moi, je sais qu'en tant que soignante, pour les séparations un peu difficiles, on sait très difficile, c'était nous, en tant que soignantes, qui avions l'habitude de détourner un peu, faciliter le départ de l'aidant en faisant un peu de diversion, mais notamment voilà, dans les situations où vous êtes aidant, vous allez en rendre visite à votre proche, par exemple, qui est en EHPAD, et qui vous demande à la fin de la visite, il est content de vous avoir vu, mais maintenant c'est bien mignon, mais c'est bon, on rentre à la maison. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez réagir face à ça? C'est toujours compliqué. Mais tu vois, tu me... Je crois qu'il faut d'abord se rappeler pourquoi le patient, il faut que la personne qui quitte essaie de s'en rappeler de l'intérêt qui avait été retenu autour de l'institutionnalisation ou de l'hospitalisation, parce que le patient a perdu ce rationnel-là certainement, a perdu la connaissance de ces symptômes qui l'ont amené à être protégé dans un secteur, dans
dans une institution. Et il faut se rappeler que vraiment la bonne foi, la conscience, la sécurité, le bien-être du patient, ce sont des arguments qui vous ont amené à justifier tout cela. Et après, je crois que votre meilleur allié, ce sera effectivement l'équipe soignante, hein, clairement. Et ça, il faut en discuter avec le personnel, de façon effectivement à ce que ces derniers puissent aider ce passage-là, qui en général est assez bref, hein, de toute façon, une fois que l'aidant quitte l'environnement. Ouais. Après, moi, j'aurais un peu tendance, surtout là, à penser à ce que l'aidant est en train de vivre à ce moment-là, parce que ça renvoie à beaucoup d'impuissance et une culpabilité, en fait, presque d'abandonner son proche, en fait, dans un service. Souvent, on a beau savoir, enfin, je m'identifie pas, mais de ce que j'entends, en tout cas, c'est qu'il y a beau savoir, en fait, que l'intention est bonne, en fait, qu'il soit dans ce service-là. Au fond, c'est jamais un choix, en fait, c'est quelque chose de subi. Et c'est vrai que vous allez rentrer à domicile avec cette culpabilité et ce sentiment-là. Et en tout cas, moi, mon conseil, ce serait à ce moment-là de ne pas rester seul par rapport à tout ça, quoi. C'est de pouvoir appeler un proche ou une personne ressource et voilà, soit se changer les idées ou même juste de pouvoir déverser à ce moment-là la tristesse et ce que ça a pu vous renvoyer, en tout cas, cette scène. Et même de demander aux équipes soignantes comment se passe la situation avec votre proche une fois que vous êtes parti. Et vous vous rendrez compte que dans la grande majorité des cas, la séparation le moment de la séparation est difficile, mais les professionnels aussi qui l'entourent ont l'habitude aussi de ces moments un peu compliqués, arrivent à trouver des stratégies de détournement de l'attention dont on a parlé tout à l'heure. Et finalement, ce temps douloureux pour votre proche va être très limité dans le temps et il va vite passer à autre chose. Donc finalement, c'est pour vous que ça va être plus délétère, plus que votre proche, mais il n'empêche que on ne peut pas vous empêcher d'avoir cette culpabilité-là, mais il ne faut pas que cette culpabilité-là soit trop longue dans le temps et en tout cas vous empêche, vous, de vivre votre propre vie à vous. Autre question, sans transition complète. Allons-y. Là, on était sur les questions notamment de persécution de mon proche à l'impression qu'on m'a volé des choses. Voilà. La question qui nous est remontée, c'est comment réagir quand la personne cache des objets, donc là pour le coup quand l'aidé cache des objets, ou en tout cas se rappelle plus où il les a mis, et qu'après il panique et qu'il pense qu'on lui a volé ses affaires. En fait, a priori, il y a eu beaucoup de questions sur cette thématique-là, sur le chat. Mon proche ne se rappelle plus forcément où il met notamment le portefeuille et les papiers d'identité. Et très très vite... Parce qu'il y a deux choses qui se passent là-dedans. Il y a d'une part le fait d'avoir l'idée qu'on va le voler, donc de cacher des choses, par idée de sécurité. Et il y a d'autre part l'aspect amnésique où il a oublié où il a mis les objets. Donc c'est vraiment deux choses différentes qui peuvent se mélanger. Mais je crois que on renvoie quand même malgré tout à ce qu'on avait dit autour des idées qu'on qualifie de délirantes, hein, ces idées qui arrivent en tête là, qui ne sont pas en prise avec la réalité. Et si ça amène des difficultés jusqu'au point de ne pas trouver les objets, là encore, on n'a pas de baguette magique pour trouver les 10 objets. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Après, je sais que pour du coup avoir déjà rencontré ce type de situation à domicile, c'était notamment, moi c'était une histoire autour des clés et une histoire autour des papiers effectivement. Donc en fait la solution ça avait été un petit peu de leurrer l'aider et de lui donner de fausses clés. Alors c'est un peu, je pense que là après c'est aussi vous ce que vous êtes capable de faire et est-ce que pour vous c'est pas d'avoir un sentiment de lui mentir en fait. Mais en tout cas, ça peut en tout cas l'apaiser de lui donner des clés qui n'ont aucune utilité et qui, voilà, il a le sentiment en tout cas d'avoir ce qu'il lui faut sous la main. Et pour les papiers, je sais pas, gardez les papiers pour vous et faites des copies. Très sincèrement, il n'y a pas de solution parfaite, surtout quand on est sur le début de la maladie où en fait il y a quand même une part encore de découverte et d'avoir conscience qu'il y a des troubles en tout cas de la mémoire chez soi-même. Et je pense que ça déjà c'est tellement anxiogène que au départ, de toute façon, il n'y a pas de solution parfaite au début, quoi, de toute façon. Ça peut être de repérer aussi quel est l'objet d'attachement. Enfin, moi, j'ai vu une situation où à l'entrée à l'hospitalisation, généralement, on retire les objets de valeur pour éviter les pertes, les vols, etc. Et donc
dame qui est arrivée en début d'après-midi a vraiment fait vraiment une grosse bouffée d'angoisse parce que persuadée qu'on lui avait volé son sac à main et son sac à main de son sac à main. Et en fait, sa fille était venue récupérer ses affaires pour être sûre qu'on lui vole rien. Et en fait, l'objet d'attachement à son domicile, pour elle, c'était le sac à main. Finalement, ce qu'il y avait dedans, ça n'avait pas d'importance, mais c'était le sac à main. Et le fait d'avoir été dépossédé de son sac à main, c'est monté très vite dans un cheminement, voilà, dont on m'a volé mes affaires, et puis on va vouloir m'enlever, et puis c'était parti très très loin en fait dans la stratégie, et le simple fait de lui ramener le sac à main vide ou avec des photocopies de ses papiers d'identité, ça avait apaisé tout de suite la situation et on était redescendu. Autre chose qui peut fonctionner notamment, donc je reviens toujours dans le cas des hospitalisations ou les vêtements aussi, l'attachement aux vêtements, ça c'est quelque chose qui est important. Beaucoup de situations qui peuvent aussi créer beaucoup d'angoisse et de sensations de vol aussi, c'est quand notamment vous êtes hospitalisé avec la chemise de bloc et que vous n'avez pas de vêtements, vous n'avez pas de chaussures, vous n'avez pas vos papiers, vous n'avez rien, ça crée beaucoup d'angoisse et des fois le simple fait de remettre les chaussons qu'on a l'habitude de porter, de mettre une veste qu'on a l'habitude de porter, ça ramène un petit peu de chez soi à l'hôpital. Donc moi, je sais que je conseillais beaucoup aux personnes qui arrivaient en service, en médecine aiguë, aux proches de ne pas hésiter à rapporter les objets un petit peu gris-gris, comme on dit. Ça peut être une photo, ça peut être l'horloge qu'ils ont l'habitude de voir à la maison, ça peut être le tricot qu'ils ont l'habitude de porter tous les soirs. Ou de faire même d'ailleurs. Voilà, ça peut être des petites choses un petit peu comme ça. Et ça me fait penser justement à une situation que je rencontre, mais là plutôt sur mon autre volet, du coup, parce que je travaille à l'hôpital. Et en fait, ce qui est intéressant aussi parfois, c'est de comprendre quel sens met la personne derrière cette perte, parce que effectivement, moi j'ai une patiente qui est très attachée à ses vêtements. C'est quelque chose presque c'est viscéral chez elle. Elle attend toujours le retour des vêtements, du linge, enfin de la Chine. Et en fait, on s'est aperçu progressivement que elle, ce qu'elle attendait surtout, c'était ses sous-vêtements. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu quel sens elle mettait derrière tout ça. Et en fait, elle a fini par me dire un jour, non mais en fait, j'ai besoin de mes culottes parce que je suis incontinente en fait. Et une fois qu'on a eu compris que c'était surtout par rapport à ça, on a été vigilant aussi à ce qu'elle ait toujours suffisamment de sous-vêtements auprès d'elle pour pas qu'il y ait cette inquiétude de se retrouver souillée sans pouvoir se changer. Et je pense que c'est important en tout cas si c'est possible, de comprendre quel sens il y a derrière cette peur de ne pas retrouver son objet fétiche en fait, entre guillemets. On en revient finalement toujours au fait que vous, en tant qu'aidant, vous êtes vraiment la personne ressource pour l'aider et pour tous les professionnels qui peuvent graviter autour de vos proches, puisque après l'aider lui-même, c'est vous qui le connaissez le mieux et qui connaissez mieux en tout cas ses petites habitudes et ses petites pratiques au quotidien. On a vu pas mal de troubles du comportement. Est-ce qu'il y a d'autres troubles du comportement qu'on n'aurait pas abordés qui peuvent intervenir dans le cadre des pathologies neurodégénératives ou pas? Est-ce que vous avez des idées en tête? Parce que moi, sinon, j'en ai. Oui, je me lance une petite perche et puis je vois si derrière. Écoute, on en a parlé juste avant, donc je penserais déjà à la désinhibition, puisqu'on en a parlé. Donc, des inhibitions qui peut être verbale ou même dans les actes, au niveau du comportement, qui peut s'attacher à parfois des noms un petit peu d'oiseaux ou même la désinhibition d'un point de vue sexuel aussi. Tu avais des situations un petit peu compliquées. Quand on parle de désinhibition, c'est dans les comportements qui peuvent être choquants, j'ai envie de dire, de la même façon que votre proche ne vous reconnaît pas, c'est que vous ne le reconnaissez pas et vous ne reconnaissez pas notamment son comportement. Ça peut être la personne qui va avoir un langage très fleuri qu'elle n'avait pas jusque-là, ou un langage qui peut être inapproprié envers autrui, notamment les aides à domicile, un comportement pas toujours très déplacé dans les mots ou dans les gestes, notamment au moment de la réalisation d'une toilette. Voilà, ça peut aussi malheureusement faire partie de certains troubles du comportement. C'est pas généralisé effectivement, mais ça peut faire partie. Et effectivement, quand on n'arrive pas à comprendre et au moins en tout cas savoir que ça existe, et c'est difficile à gérer. Et dans tous les cas, moi j'insiste vraiment là-dessus sur
au fait que j'entends complètement, et c'est logique, encore une fois, que ça renvoie à quelque chose de très douloureux et d'incompréhensible, mais dites-vous en tout cas que les professionnels qui interviennent auprès de vos proches, qui ont connaissance de la pathologie de vos proches, ont connaissance aussi de tous les troubles du comportement qui peuvent aller avec ce type de pathologie-là, et notamment, notamment justement tout ce qui va être désinhibition avec... moi, dans le cadre de mon activité, ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des gestes déplacés, une main qui me caresse la cuisse au moment où je fais une prise de sang, voire une main aux fesses au moment où je passe, ou des invitations, voilà, des invitations à venir partager une nuit ou autre, et plus si affinité. Voilà. C'est pas du tout. Donc ça peut faire partie des, voilà, ça peut faire partie des comportements. Effectivement, c'est un peu isolé, mais ça peut faire partie. Et encore une fois, si votre proche qui jusque-là n'avait pas du tout un comportement un peu de séduction, ou qui avait un comportement de séduction, mais qui est un peu trop exacerbé avec l'évolution de la maladie, il faut en parler à votre médecin et il faut l'alerter parce que c'est potentiellement un comportement qui n'est pas normal et qu'on peut, encore une fois, traiter simplement par la gestion du comportement, et après tout dépend de degré de gravité. J'irai même un peu plus loin parce que des fois, la maladie commence par des modifications comportementales de ce type-là, type des inhibitions. Alors même qu'il n'y a pas de dégradation à côté d'un point de vue cognitif, il n'y a pas de perte de mémoire, il n'y a rien d'autre, mais simplement le comportement de la personne que vous connaissez change alors qu'il n'y a aucune suspicion de maladie. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin parce que des fois, c'est l'entrée dans une maladie, et puis ça peut être autre chose aussi, ça peut être une dépression. Enfin, il faut aller creuser et ne pas juste... partir du principe que c'est gênant. Il n'y a rien de gênant avec un médecin. Tout est libre. On voit beaucoup de choses, donc il n'y a vraiment aucune honte à gérer tout ça. Puis à en parler. Des fois, il y a des explications aussi un peu à tout ça. Ouais. Ça peut être mon proche, on avait eu des situations notamment d'une patiente qui sortait, donc elle habitait dans un appartement, dans une grande résidence, et ses enfants me signalaient qu'elle avait une maladie d'Alzheimer en cours d'évolution. Enfin, elle n'était pas au premier stade, mais elle était encore autonome à la maison, et on avait été interpellés pour aller la voir à domicile parce que elle avait été surprise à plusieurs reprises dans le couloir, à moitié dévêtue. Et donc ça avait choqué les voisins qui avaient interpellé les enfants. Enfin, et en fait, en discutant avec la patiente, en prenant le temps en fait, d'analyser un peu la situation, on s'est rendu compte que pourquoi elle sortait dévêtue dans le couloir, puisque pour elle, comme elle était perdue dans l'orientation dans son appartement, elle pensait que le couloir, c'était sa salle de bain. Donc logiquement, vous, quand vous allez prendre votre douche, quand vous devez vous déshabiller, vous le faites où? Dans la salle de bain. Vous le faites rarement dans votre cuisine. Et elle, pour le coup, son comportement, effectivement, au regard de la société, n'était pas adapté, mais pour elle, il était complètement adapté. Voilà. Donc on a, pour cette situation notamment, on a réussi à régler en partie ce problème d'exhibition, là, parce que pour le coup, c'était un peu plus par la mise en place de symboles au niveau des portes, pour dire voilà, le symbole lavabo, pour dire là c'est la salle de bain, et montrer des pictogrammes pour se déshabiller, pour tout ça, la cuisine pour faire à manger, et la porte d'entrée, on avait mis, voilà, ces enfants avaient mis certains mots. Ce n'est pas la salle de... En gros, ce n'est pas la salle de bain. Après, voilà, encore une fois, il y a des adaptations à faire en fonction des personnes et en fonction des situations. Peut-être pour terminer, Victoire, est-ce que tu pourrais... là, on a parlé beaucoup des troubles du comportement. On a parlé aussi d'être vigilant par rapport à l'évolution des troubles du comportement et de ne pas hésiter à en parler à son médecin traitant. Il y a une notion qu'on n'a pas forcément trop approfondie peut-être, c'est qu'est-ce qui doit nous alerter en tant qu'aidant par rapport au comportement de notre proche et doit nous faire dire que là, il y a quelque chose de pas normal et il faut que j'en parle à un médecin, ou même que que j'ai un avis médical parce qu'il y a peut-être quelque chose de pas normal qui se passe. Eh bien, même si les troubles du comportement, ça peut faire partie de l'évolution naturelle des maladies neuroévolutives, je pense que dès lors qu'il y a quelque chose qui apparaît, quelque chose de nouveau, il faut quand même en discuter.
surtout si c'est brutal, si ça vraiment apparaît en l'espace de quelques jours. Et pas hésiter à en parler avec le médecin qui va peut-être lancer ou pas, ça dépend de la situation bien sûr, des examens complémentaires, une prise de sang, faire un examen clinique, etc. Voilà, moi je pense que quand c'est quelque chose d'assez brutal, il faut être suspect de base et en parler. C'est très simple. Ok, donc quand on parle de brutalité en fait des événements, en termes de temporalité, on est à quelques jours. Ouais. Donc c'est un virement complet entre l'avant et maintenant, il y a un gros changement. Ouais, c'est ça. Ça va nous orienter vers une confusion qui peut arriver aussi sur ce type de maladie-là, et donc un bilan bien adapté derrière. Non, parce qu'on entend souvent parler dans le langage commun, bah oui, il est confus, mais en fait la confusion, c'est pas tout le temps. Non, ça fait écho à un syndrome bien particulier avec des critères bien précis sur le plan médical, effectivement. Et la confusion, ce n'est pas juste être désorienté dans le temps et dans l'espace. Un syndrome confusionnel, c'est quelque chose d'aigu qui est une urgence médicale, et il faut consulter. Alors, c'est pas une urgence à l'heure précise, mais il faut consulter en tout cas, il faut en parler avec son médecin. Si vous notez une modification du comportement, et c'est lui qui va déterminer ou pas si c'est un syndrome confusionnel. Okay. Donc maintenant on a vu un petit peu tous les troubles du comportement. Julia, maintenant c'est à ton tour, c'est toi que j'ai embêté. Si vous en tant qu'aidant, vous avez des difficultés, parce qu'effectivement là on a parlé pendant une bonne heure et demie maintenant de la gestion des troubles du comportement, mais il nous manque peut-être encore certaines billes, et c'est normal, pour comprendre et analyser qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'aidant pour avoir des informations, peut-être avoir de l'information, de la formation sur les troubles du comportement, comprendre la maladie de mon proche, et peut-être avoir des astuces un petit peu comme on a donné, des astuces un peu pratico-pratiques du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis aidant, je suis dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais? Je veux de l'aide. Écoute, déjà, tu peux peut-être passer à la diapositive parce que effectivement, j'avais anticipé ta question. Ah là là. Mais quel timing parfait. Voilà. En fait, moi aujourd'hui, ce que je voulais aussi vous transmettre comme message, et du coup ça répondra un petit peu à ta question, c'est que en tant qu'aidant, vous avez vos propres limites, et ça c'est important déjà de les identifier et vous apercevoir que c'est normal. Vous êtes au quotidien sollicité par le bien-être de votre proche et par tous ces troubles finalement que vous ne comprenez pas forcément et qui ne sont pas toujours faciles à gérer au quotidien. Du coup, c'est important en tout cas de penser à vous aussi et à l'épuisement que vous pouvez ressentir. On a parlé d'épuisement physique, mais il y a aussi un épuisement psychologique avec toutes les angoisses que vous pouvez ressentir et toutes ces choses auxquelles vous devez penser à faire, parce que je sais que vous avez souvent un emploi du temps qui est très très chargé. Ça constitue à un moment donné une charge mentale aussi qui n'est pas toujours évidente à gérer. Et voilà, en tout cas, pour moi, c'est important aussi que vous ayez conscience de vous-même et de ce que vous pouvez ressentir, parce que j'ai un peu coutume de dire que vous voulez accompagner votre proche le plus longtemps possible, voire toujours à domicile avec vous. Sauf que ça, c'est un marathon et qu'il faut pouvoir tenir sur la longueur, et ça implique aussi de prendre du temps pour vous. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis quelques petits outils peut-être, avec peut-être possibilité aussi de prendre du temps pour vous. On parle de répit, mais ça peut être simplement aussi d'avoir des loisirs et de partager des choses avec votre entourage ou même d'autres personnes. Donc pour ça, il y a notamment, pourquoi pas, des plateformes de répit. Je parle de ça parce qu'effectivement, moi, je travaille au sein d'une plateforme de répit où on a une animatrice qui propose des activités seulement entre aidants ou alors entre aidants et avec votre proche. Donc ça permet aussi de passer du temps avec votre proche et que ce soit un moment de plaisir. Ça peut aussi avoir recours à de la formation. Donc l'information, vous pouvez l'avoir tout d'abord déjà, j'ai envie de dire, auprès de votre médecin, puisque vous avez beaucoup de ressources quand même, auprès de votre médecin, auprès des plateformes de répit. Mais enfin, il y a effectivement beaucoup de partenaires, en tout cas, qui peuvent vous donner des informations concrètes sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre, sur quelle est cette pathologie et quelles sont ses manifestations, sur tout un tas de choses. Ces informations, vous pouvez aussi les avoir dans des formations qui sont dispensées auprès des proches aidants. Ces formations, en principe, elles vous donnent des éléments autour de la compréhension de la maladie, mais aussi peut-être de conseils pratico-pratiques justement sur des situations bien concrètes. Après, les éléments que vous pouvez aussi
pouvez obtenir, c'est dans les groupes de parole. Il y a des groupes de parole spécifiques aux proches aidants. Je pense notamment à ceux que j'anime, hein, je suis désolée, mais Tu fais ta pub. je fais ma pub, venez, il y en a un à Turin, Chinon. En tout cas, c'est vrai que là, à ce moment-là, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, en fait, les informations et les conseils que vous allez avoir, vous allez les avoir de proches aidants eux-mêmes. Et d'ailleurs, je parle plus aujourd'hui de père aidant, c'est-à-dire que c'est un aidant en fait qui vit exactement la même situation que vous, qui va pouvoir vous apporter des éléments, des outils. Et ça, je trouve que c'est presque plus intéressant puisque c'est concret et c'est quelqu'un qui comprend ce que vous vivez, qui vit la même chose ou à peu de choses près la même chose. Et c'est peut-être plus parlant pour vous en tout cas de recevoir des conseils de ces personnes-là que de nous. Et enfin, le soutien psychologique, ça peut être intéressant parce que comme on en parlait tout à l'heure, vous êtes amené à vivre et à traverser des épreuves qui sont brutales, parfois violentes. Et en tout cas, c'est important de ne pas rester seul par rapport à tout ça. Alors, soutien psychologique auprès d'un psychologue, certes, mais ça peut être du soutien de façon générale auprès de personnes qui sont ressources pour vous. Donc, je pense notamment à des proches ou à des amis ou à des professionnels, en tout cas, qui peuvent entendre votre vécu et en tout cas, surtout que vous ne soyez pas tout seul par rapport à tout ça. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. Et j'appuie sur le fait aussi que si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les risques d'épuisement des aidants et des petites astuces aussi du quotidien, vous pouvez revoir un replay qu'on avait fait. J'avais eu le plaisir de co-animer avec Rouma Roth sur justement déceler les risques d'épuisement et aussi quelques astuces pour éviter justement que ça arrive. En tout cas. Et quand ça arrive, trouver des astuces pour être pris en charge. Voilà, tout à fait. Donc, comme ça, la boucle est bouclée. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez rajouter l'une ou l'autre ou pas pour conclure? Ce que je vais simplement ajouter, c'est que le rôle du médecin dans les troubles du comportement, il faut bien avoir à l'esprit que il va être intéressant, comme vous disiez, vraiment dans le cadre d'une apparition un peu rapide, un peu aiguë d'un trouble du comportement. Mais sur quelque chose de chronique, il peut aussi intervenir sur le plan médicamenteux. Là, on a présenté des choses qui sont essentielles et qui sont plus importantes que tout le reste sur du non médicamenteux, si je puis dire, mais du bon sens, et du bon sens qui est très important. Mais vraiment, il arrive aussi qu'on ne s'en sorte pas, malgré tous les bons conseils, malgré le fait de faire très très bien. Et parfois, il faut arriver à se dire qu'il y a un intérêt à mettre en place des médicaments antidépresseurs par exemple, ou d'autres psychotropes. On va toujours y arriver en dernier recours et privilégier toujours des mesures environnementales dans un premier temps. Mais parfois, voilà, c'est aussi une piste que vous pouvez aborder avec le médecin. Peut-être juste préciser ce que c'est un psychotrope. Ça parlera peut-être pas forcément. Un psychotrope, c'est un médicament qui va modifier le psychique en fait. Donc les antidépresseurs en font partie, les anxiolytiques, tout ce qui est somnifères, etc., ou médicaments pour baisser l'angoisse en font partie. Et parfois, il y a d'autres médicaments, des neuroleptiques, qu'on va vraiment réserver en dernière intention, qui sont des médicaments qui vont baisser les hallucinations, qui vont baisser les idées délirantes, l'agressivité, etc. Donc c'est vraiment, ces traitements, c'est vraiment en dernier recours qu'on les met en place. Oui, parce que ça reste des médicaments, et comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires. D'accord. Et ça n'empêche que même si on met en place ce type de traitement, on peut aussi les coupler avec d'autres thérapies et même surtout avec d'autres thérapies non médicamenteuses. J'ai envie de dire même, d'abord on va commencer par les non médicamenteuses et vraiment quand rien ne fonctionnera, ou qu'on va avoir, si on a besoin d'un petit coup de pouce. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que, en tout cas, je peux être amenée à orienter certains aidants parfois, en tout cas, à consulter leur médecin, en tout cas, pour peut-être avoir je dis toujours, peut-être que je me trompe, mais en tout cas que c'est un soutien, c'est une épaule aussi qui va aider à surmonter et peut-être aussi à tenir le coup par rapport à ce qu'ils vivent et peut-être parfois même à y voir un petit peu plus clair pour que justement on arrive à travailler ensemble pour trouver des ressources en tout cas. Donc du
coup, nous, on a présenté ce que peut faire l'aidant auprès de son patient qui a des troubles du comportement, mais après, il y a d'autres choses. Donc, il y a les médicaments, mais il y a tout ce qui n'est pas médicamenteux, sophrologie. On ne fait pas de sophrologie, Marie. Il y a vraiment beaucoup de techniques à côté. C'est des patients qui sont extrêmement sensibles à la sensorialité, au sens, la musique, l'audition, la vision, etc. Et donc, il y a des choses qui peuvent paraître bêtes, mais qui fonctionnent. La luminothérapie fonctionne très bien, notamment sur la gestion de l'inversion jour-nuit notamment. Effectivement, si dans votre domicile, vous avez des lumières très vives de jour comme de nuit, on n'aura pas forcément... Voilà. Alors que des fois, pour certains patients, ça fonctionne bien, mettre des veilleuses, vraiment des lumières beaucoup plus tamisées quand arrive la nuit, pour qu'en tout cas, la personne ait vraiment visuellement la différence entre ce que c'est le jour, ce que c'est la nuit. Au niveau des odeurs aussi, ça fonctionne très bien. Donc, je sais qu'en SSR, on avait mis ça en place. On avait plusieurs patients qui avaient des maladies neurodégénératives avec notamment une inversion jour-nuit. Et on avait réussi en fait à rythmer la journée par les odeurs. Donc, éviter l'odeur du café le soir. Voilà, donc on mettait l'odeur du café le matin en fait, et on avait beaucoup de patients, puisque beaucoup dormaient la porte ouverte, qui se réveillaient avec l'odeur du café, ce qui est quand même plus sympa. C'est super agréable. J'ai envie de dire. Et dans la matinée, ce qui était sympa, c'est que les patients se repéraient dans leur chambre à la musique. Donc dans le couloir, on avait du Céline Dion, du Beatles, on avait du Edith Piaf, et tout au fond, on avait du Hélène Ségara. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Il y avait une sacrée ambiance dans le service. Il y avait une bonne ambiance. On faisait les toilettes et les pansements en musique, et franchement, c'était beaucoup plus sympa. Donc voilà. Je vais peut-être conclure. Hein, du coup, le mot de la fin, c'est pour toi. Voilà, le mot de la fin, c'est pour moi. J'ai l'honneur de conclure cette super conférence. Donc à travers ces différents exemples, on a vu une partie des troubles du comportement qui peuvent affecter vos proches et qui peuvent aussi vous affecter vous en tant qu'aidant. On vous a donné quelques petites astuces, mais effectivement, on n'a pas pu tout aborder aujourd'hui. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous référer à votre médecin traitant ou à des associations. Même si vous avez la sensation d'être seul face à la gestion de ces troubles du comportement, vous n'êtes jamais seul et vous aurez toujours une oreille attentive pour vous écouter et en tout cas pour vous aider, vous orienter. La gestion des troubles du comportement, un petit peu comme le disait Julia, accompagner un proche atteint notamment de maladies neurodégénératives, c'est un marathon au quotidien et effectivement il y a des périodes qui vont être plus faciles, d'autres plus difficiles, des jours où vous n'aurez pas envie. Vous n'aurez plus envie de gérer les troubles du comportement, l'agressivité, et vous avez le droit d'en avoir marre, vous avez le droit, puisque vous êtes humain, vous avez le droit aussi d'être dépassé par la situation, mais dans tous les cas, quand vous sentez que la gestion de tous ces troubles est de plus en plus difficile à gérer justement, et que vous pensez aussi à comme on dit, le risque de passage à l'acte, le risque de maltraitance, ça vient aussi de là. On est rarement maltraitant aussi du jour au lendemain. C'est souvent l'accumulation de plusieurs événements difficiles avec votre proche ou vis-à-vis de vous-même qui fait qu'on peut arriver à ce stade-là. Donc avant d'arriver à ce stade-là, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à votre médecin. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, le mot à sortir en tout cas de cette conférence, c'est ça. Je tenais déjà à remercier avec aussi Christelle, qui n'est pas présente physiquement, mais nos deux intervenantes qui nous ont brillamment exposé la thématique des troubles du comportement, et en tout cas, et qui ont pu nous aider déjà à y voir un petit peu plus clair et à avoir quelques petites astuces aussi pour la gestion du quotidien. Et moi, à titre personnel, je remercie grandement Christelle Entregue, avec qui j'ai eu le plaisir de partager ces cycles de conférences. Donc aujourd'hui, on clôture notre cycle de conférences. Donc c'est les cycles de conférences Mardi des aidants. C'est un projet qui avait été monté à la base à l'initiative de l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie et de la plateforme de répit au soutien aux aidants Bulle d'Air, donc qui est porté par le groupe Vive 3. Et ça a été 2 années riches professionnellement et personnellement, avec beaucoup de rencontres. Et voilà, donc je tenais à faire ma petite dédicace de fin pour Christelle. Et j'espère en tout cas qu'on vous a donné certaines billes.
Et n'hésitez pas à revenir voir le reste des autres conférences qui seront disponibles en replay. Et peut-être au plaisir de vous recroiser sur d'autres animations qu'on pourra animer en région Centre-Val de Loire. Au revoir.